La lumière file à 300 000 km par seconde. En un battement de cœur, elle fait 7 fois le tour de la Terre. Elle traverse le vide entre notre planète et la Lune en à peine plus d'une seconde. Elle semble invincible, souveraine, absolue. Et pourtant, à l'échelle de la galaxie, elle rampe. Elle se traîne comme un marcheur épuisé dans un désert sans fin. Un signal lumineux parti de l'étoile la plus proche de nous met plus de 4 ans à nous atteindre. Un vaisseau, voyageant à la vitesse de la lumière, ce qui est physiquement impossible pour tout objet doté de masse, aurait encore besoin de 100 000 ans pour traverser notre seule galaxie. 100 000 ans. Les premières civilisations humaines n'existaient pas il y a 100 000 ans. L'écriture n'avait pas été inventée. L'agriculture n'avait pas été découverte. Nos ancêtres taillâtres des pierres dans des cavernes. Voilà le temps qu'il faudrait à la chose la plus rapide de l'univers pour parcourir notre voisinage cosmique. Ce soir, nous allons cartographier la vérité froide et mécanique derrière le silence des étoiles. Les calculs de carburant écrasants, les mondes morts entre les soleils. La raison pour laquelle chaque civilisation, la leur comme la nôtre, est peut-être silencieusement piégée dans son propre coin de l'univers, incapable de franchir le gouffre qui la sépare de toute autre forme de vie. Attachez vos ceintures. La mission commence maintenant. On vous a dit que la lumière était rapide. On ne vous a pas dit à quel point cette rapidité est dérisoire une fois que vous quittez le confort de notre petit système solaire. Tenez-vous sur le pont d'un vaisseau imaginaire. Devant vous s'étend le vide entre les étoiles, un néant si profond que l'esprit humain n'a pas été conçu pour le concevoir. Les planificateurs de mission viennent de vous remettre le seul chiffre qui compte. La lumière parcourt 300 000 km à chaque seconde qui s'écoule. En un clin d'œil, un faisceau traverse la distance entre Paris et New York plus de 50 fois. Sur Terre, c'est magnifique. Un laser pointé vers la Lune arrive en un peu plus d'une seconde. Un appel radio vers Mars prend entre 4 et 24 minutes selon la position de la planète dans son orbite. Déjà, la conversation se brise. Vous posez une question et la réponse arrive quand vous êtes passé à autre chose. Si cette exploration vous passionne, un pouce en l'air et un abonnement nous encourageraient énormément à poursuivre ce voyage ensemble. Maintenant, poussez la manette au-delà de Mars, au-delà de Jupiter, au-delà du bord glacial où Pluton dérive dans l'ombre. Un signal lumineux envoyé depuis la limite de notre système solaire met environ 5 heures et demie à atteindre la Terre. 5 heures et demie pour traverser un seul système stellaire, une seule petite poche de chaleur autour d'une étoile ordinaire. Faites un pas de plus. Regardez l'étoile la plus proche, un faible point rouge appelé Proxima du Centaure. La lumière de cette étoile, filant à travers l'espace vide à pleine vitesse, met 4 ans et 3 mois pour arriver jusqu'à votre œil. Le photon qui frappe votre rétine ce soir a quitté sa source avant les derniers Jeux olympiques d'été. La lumière, la chose la plus rapide que l'univers autorise, a déjà 4 ans de retard. Élargissez maintenant la carte. Notre galaxie, la Voie lactée, mesure 100 000 années-lumière de diamètre. Un faisceau tiré d'un bord serait encore en vol quand des civilisations se seraient levées et effondrées de l'autre côté. La lumière quittant le centre galactique en ce moment n'atteindra les bras lointains que lorsque les humains, s'il en reste, auront oublié les noms de tous les pays qui existent aujourd'hui. La lumière n'est pas un véhicule. La lumière est la limitation de vitesse, le plafond absolu estampillé dans les lois de la physique. Rien de ce qui possède une masse ne peut l'égaler. Rien de ce qui transporte de l'information ne peut la dépasser. Chaque vaisseau spatial que nous avons jamais construit, chaque vaisseau spatial que nous pourrions jamais construire, doit ramper sous cette ligne. Imaginez la galaxie comme un océan. La lumière est le navire le plus rapide que cet océan autorise. Et pourtant, ce navire met encore 100 000 ans à traverser. Tout navire plus lent, c'est-à-dire tout navire existant, met plus longtemps.
Un engin se déplaçant à 1/10 de la vitesse de la lumière, bien au-delà de tout ce que l'humanité a jamais conçu, aurait besoin d'1 million d'années pour traverser la Voie lactée une seule fois. Les extraterrestres font face au même mur. Leur physique est notre physique. Leurs photons obéissent au même plafond. Si une civilisation de l'autre côté de la galaxie décidait de visiter la Terre ce soir, le voyage consommerait une durée plus longue que toute l'histoire des mammifères. Leur vaisseau se lancerait dans un futur que les enfants de leurs enfants ne verraient jamais. C'est la première vérité de notre voyage. Et elle donne le ton de tout ce qui suit. La lumière est lente, l'espace est vaste. Les mathématiques n'ont pas encore commencé à devenir cruelles. Ce qui vient après est l'endroit où l'ingénierie commence à saigner. Imaginez que vous êtes un ingénieur extraterrestre. Votre civilisation vient d'apprendre à émettre à travers les étoiles. Vous pointez l'antenne vers une planète bleue prometteuse et envoyez le premier message. Vous serez mort avant qu'il n'arrive. Vos enfants seront morts. Vos petits-enfants seront poussière, votre nation, votre langue, l'histoire écrite de votre espèce, tout cela pourrait disparaître dans le temps qu'il faut à ce signal pour traverser le gouffre. Un message envoyé depuis l'autre côté de notre galaxie a besoin d'environ 100 000 ans pour atteindre la Terre. Un message depuis la galaxie voisine la plus proche, Andromède, a besoin de 2,5 millions d'années. Comparez maintenant cela à la durée réelle des civilisations. Les êtres humains écrivent des choses depuis environ 5000 ans. L'Empire romain a duré environ 1500 ans. La société industrielle moderne, celle qui construit des radiotélescopes et des fusées, a à peine 200 ans. Nous ne savons pas encore combien de temps une civilisation technologique survit en moyenne. La réponse honnête de l'astrobiologie est que nous avons un seul point de données et qu'il n'est pas encore terminé. Posez ces chiffres à côté du temps de trajet d'un signal et le tableau devient glacial. Une civilisation pourrait naître, construire des villes, décoder l'atome, émettre son message de bienvenue et s'effondrer en ruine, le tout avant que le message ne sorte de son propre voisinage galactique. Une autre civilisation pourrait écouter à la bonne fréquence dans la bonne direction pendant 1000 ans et ne rien entendre parce que les émetteurs se sont tus 10 000 ans avant que leur signal n'atteigne le ciel de l'auditeur. C'est ce que les astronomes appellent le problème de synchronisation cosmique. Deux civilisations doivent se chevaucher, non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Elles doivent émettre et écouter dans la même fenêtre étroite à travers une galaxie vieille de plus de 10 milliards d'années. Imaginez deux navires traversant un brouillard si épais que chacun ne peut allumer sa lanterne que pendant un instant. La probabilité que l'un voie l'autre exactement à la bonne seconde est brutalement faible. Superposez maintenant la physique, les ondes radio, le signal le moins cher qu'une civilisation puisse produire, s'affaiblissent avec la distance. Quand un message traverse des dizaines de milliers d'années-lumière, il s'est tellement étalé que le détecter nécessiterait des antennes plus grandes que tout ce que nous avons jamais construit. Les fuites radio les plus puissantes de la Terre, celles que nous déversons dans l'espace depuis les années 1940, se fondent dans le bruit de fond en quelques dizaines d'années-lumière. Nous sommes, à toute fin pratique, invisibles. Même si une civilisation est encore vivante quelque part là-dehors, même si elle pointe un faisceau directement vers la Terre, nous sommes peut-être simplement arrivés au mauvais moment. Le signal qui prouverait que nous ne sommes pas seuls pourrait avoir balayé notre planète il y a 10 000 ans, quand personne n'avait construit de récepteur. Ou il pourrait être en route en ce moment, encore à 700 ans de l'arrivée, destiné à des humains qui existeront peut-être ou pas quand il atterrira. Le temps est le deuxième mur, et il est plus haut que le premier. Mettons maintenant le cap sur l'étoile la plus proche de la Terre. Les mathématiques là-bas sont encore pires que vous ne le pensez. Proxima du Centaure. Une petite naine, rouge brûlant tranquillement à 4 années-lumière et quart de la Terre. Cela semble être un court saut sur une carte galactique. Sur le pont d'ingénierie, cela se traduit par environ 40 000 milliards de kilomètres.
la sonde spatiale la plus rapide que les humains aient jamais construite, la sonde Parker de la NASA, atteint environ 680 000 km/h lors de son passage le plus proche de notre étoile. À cette vitesse record, le voyage vers Proxima du Centaure prendrait plus de 6500 ans. 6500 ans. Les pyramides de Gizeh ont été construites il y a à peu près aussi longtemps. Un vaisseau partant aujourd'hui à notre meilleure vitesse démontrée arriverait en portant les ossements d'équipage dont les grands-parents étaient nés quand les pharaons régnaient encore. Les planificateurs rayent cette option et essaient de plus fort. Une fusée à fusion théorique, du type que les ingénieurs dessinent depuis les années 1970, pourrait atteindre environ 10% de la vitesse de la lumière. À cette vélocité, Proxima du Centaure se situe à 43 ans de voyage, aller simple. Mieux, toujours plus long que la plupart des carrières. Et nous n'avons pas construit une seule fusée à fusion fonctionnelle, pas une. Des décennies de recherche, des milliards investis, et les moteurs restent sur le papier, poussés plus loin. Le projet Breakthrough Starshot, une proposition réelle financée par de vrais scientifiques, prévoit d'envoyer une sonde de la taille d'1 gramme à 20% de la vitesse de la lumière en utilisant des lasers au sol. À cette vitesse, la puce atteindrait Proxima en environ 20 ans. Le piège est brutal. La sonde pèse moins qu'un trombone. Elle ne transporte pas d'humains, pas de carburant pour ralentir, et aucun moyen de renvoyer plus qu'un murmure de données. Elle ne s'arrête pas à Proxima. Elle passe à toute vitesse et disparaît. Même avec notre ingénierie la plus ambitieuse, l'étoile la plus proche est un survol pour une puce, pas une destination pour un équipage. Il y a une planète là-bas d'ailleurs, Proxima Centauri b, découverte en 2016. Elle se trouve dans la zone habitable de sa naine rouge, là où l'eau liquide pourrait exister. Les astronomes ne peuvent pas confirmer si la surface abrite des océans ou si les éruptions fréquentes de l'étoile ont balayé son atmosphère. Une sonde pourrait nous le dire. Aucune sonde ne peut y arriver dans la durée de vie d'un être humain. Considérons maintenant l'autre côté de l'équation. Si une civilisation sur Proxima Centauri b décidait de visiter la Terre ce soir avec une ingénierie égale à nos meilleurs plans, elle ferait face au même mur. Son vaisseau se lancerait dans un voyage de plusieurs décennies. Ces voyageurs vieilliraient, gèleraient ou mourraient. Leur monde d'origine changerait au-delà de toute reconnaissance avant leur retour. Proxima du Centaure est le voisin cosmique le plus proche de l'humanité, le visiteur le plus proche possible, la portée la plus courte imaginable. Et les mathématiques enterrent quand même toute mission réaliste sous des siècles de temps de voyage, des contraintes de carburant et une ingénierie qui n'a jamais quitté la simulation. Il existe un seul vaisseau construit par l'humanité qui a effectivement traversé la frontière de l'espace interstellaire. Un seul. Il s'appelle Voyager 1. Et observer sa progression est la vérification de réalité la plus honnête que cette mission puisse offrir. Voyager 1 a été lancé en septembre 1977. Il avait la taille d'une petite voiture. Il transportait des caméras, des instruments, un disque d'or contenant des sons humains et une minuscule batterie nucléaire. Sa mission principale était de survoler Jupiter et Saturne, prendre des photographies et renvoyer des données. Mission accomplie au début des années 1980. Puis, les ingénieurs l'ont maintenu en fonctionnement. Encore et encore et encore. Aujourd'hui, Voyager 1 est l'objet le plus distant que les humains aient jamais fabriqué. Il se trouve à environ 24 milliards de kilomètres de la Terre. Un signal du vaisseau spatial voyageant à la vitesse de la lumière met plus de 23 heures pour atteindre nos antennes. Nous envoyons une commande, puis attendons presque une journée entière pour la réponse. Voici la partie qui devrait vous glacer. Voyager 1 se déplace à environ 60 000 km/h par rapport à notre étoile. Plus rapide que n'importe quelle balle de fusil.
plus rapide que la Station spatiale internationale en orbite. Par tout standard humain, l'engin file à travers l'espace. Et pourtant, en 48 ans de vol, Voyager 1 a couvert à peine un 500e de la distance vers Proxima du Centaure. Pas un 5e, pas un 50e, un 500e. Si le vaisseau gardait sa vitesse actuelle et se dirigeait vers l'étoile la plus proche, il lui faudrait environ 73 000 ans pour arriver. 73 000 ans. La dernière période glaciaire balayait l'Europe il y a aussi longtemps. Les humains modernes n'avaient pas encore atteint la plupart des continents. Voyager 1 est l'histoire de succès, le triomphe, le vaisseau amiral de l'ingénierie interstellaire humaine. Et il est à peine sorti de notre Porsche. Le problème est enraciné dans une équation que chaque vaisseau interstellaire heurte de plein fouet. On l'appelle l'équation de Tsiolkovsky, écrite en 1903 par un instituteur russe. L'équation décrit la quantité de carburant dont une fusée a besoin pour atteindre une vitesse donnée. La règle qu'elle révèle est implacable. Doubler votre vitesse cible ne double pas votre carburant. Cela le multiplie de façon exponentielle jusqu'à ce que les chiffres cessent d'avoir un sens. Imaginez un cas simple. Vous voulez qu'un vaisseau spatial d'1 tonne atteigne un 10e de la vitesse de la lumière en utilisant une fusée chimique, le genre de fusée qui met des charges en orbite aujourd'hui. Injectez les chiffres dans l'équation. Le résultat est sidérant. Vous auriez besoin de plus de carburant qu'il n'en existe dans l'univers observable, pas votre pays, pas votre planète, l'univers entier. Pour pousser une tonne de métal jusqu'à 10% de la vitesse de la lumière avec les moteurs que nous utilisons actuellement, les mathématiques exigent un réservoir de carburant plus grand que la réalité elle-même. Les physiciens appellent cela une divergence. L'équation se brise. La mission ne peut pas voler. Essayez 1% de la vitesse de la lumière à la place. Toujours environ 10 fois plus rapide que Voyager 1. Assez rapide pour atteindre Proxima du Centaure en environ 400 ans. La demande en carburant devient plus raisonnable, mais seulement sur le papier. Une fusée chimique construite pour atteindre cette vitesse devrait être de la taille d'une lune, presque entièrement du propulseur, avec une minuscule capsule pour l'équipage boulonné au sommet. Personne n'a jamais tenté de construire une telle chose. Passez à de meilleurs carburants. Les fusées nucléaires thermiques doublent l'efficacité des moteurs chimiques. Utiles, mais insuffisants. Les moteurs ioniques, qui projettent des particules chargées à grande vitesse, sirotent leur carburant lentement et accélèrent doucement pendant des années. Ils atteignent des vitesses décentes pour des sondes non habitées, mais ne peuvent pas pousser un vaisseau habité à des vitesses relativistes dans une vie humaine. Chaque fusée transporte son propre carburant. Le carburant lui-même a une masse. Cette masse doit aussi être accélérée. Alors vous ajoutez du carburant pour pousser le carburant qui pousse le vaisseau, et encore plus de carburant pour pousser ce carburant. La pile s'empile. Plus vous construisez gros, pire le ratio devient. Les ingénieurs appellent cela la tyrannie de l'équation des fusées, et elle n'a pas d'échappatoire propre. C'est pourquoi chaque proposition interstellaire sérieuse abandonne la fusée et cherche ailleurs. Projetez votre énergie depuis l'extérieur du vaisseau. Ramassez le carburant dans l'espace pendant que vous voyagez. Utilisez de l'antimatière qui contient plus d'énergie par gramme que n'importe quoi d'autre en physique. Chaque option introduit de nouveaux cauchemars d'ingénierie que les chapitres suivants de notre voyage vont explorer. La conclusion de cette étape est brutale et nette. Une fusée traditionnelle ne peut pas atteindre les étoiles. L'équation l'interdit. Non pas parce que nous manquons d'efforts, de budget ou de génie, mais parce que l'univers lui-même impose un prix exponentiel pour la vitesse, et nos portefeuilles se vident bien avant que nous n'approchions de la lumière. Les extraterrestres font face à la même équation. Leur physique est identique à la nôtre. Quoi qu'ils construisent, les mathématiques des fusées les attendent aussi. À la fin des années 1950,
un groupe de physiciens en Californie a décidé que le moyen d'atteindre les étoiles était de faire exploser des bombes nucléaires derrière le vaisseau spatial. C'était un vrai projet. Il s'appelait le projet Orion, et le gouvernement des États-Unis le finançait. Les esprits directeurs comprenaient des scientifiques sérieux et sobres qui avaient travaillé sur de véritables armes nucléaires. Ils ne plaisantaient pas. Ils ont construit des maquettes. Ils ont testé des concepts de propulsion avec des explosifs conventionnels. Ils croyaient pouvoir envoyer un vaisseau habiter vers Saturne d'ici 1970 et vers des étoiles proches en un siècle. La conception était directe de cette manière que seule l'ingénierie nucléaire permet. Construisez une lourde plaque d'acier à l'arrière du vaisseau. Fixez des amortisseurs géants entre la plaque et le compartiment de l'équipage. Puis, toutes les quelques secondes, éjectez une petite bombe atomique derrière le vaisseau et faites-la exploser. L'onde de choc propulse la plaque vers l'avant. Les amortisseurs protègent l'équipage. Le vaisseau bondit. Répétez le processus des milliers de fois. Cela semble dément. Les mathématiques, cependant, disaient que ça marcherait. Les performances projetées d'Orion laissaient toutes les autres fuser dans la poussière. Un moteur chimique libère de l'énergie par la chimie. Une bombe nucléaire libère des millions de fois plus d'énergie par kilogramme de matériaux. En chevauchant des explosions au lieu de brûler du propulseur, un vaisseau Orion pouvait transporter bien plus de cargaisons, pousser à des vitesses bien plus élevées, en narguant la malédiction exponentielle de l'équation des fusées. Les ingénieurs ont calculé qu'un Orion pleinement construit pouvait atteindre environ 3% de la vitesse de la lumière. À cette vélocité, il pourrait livrer une expédition habitée à Alpha du Centaure en environ 140 ans. Long, toujours une mission multigénérationnelle. Mais c'était le premier concept de l'histoire où les chiffres sur le papier bouclaient réellement. Il y avait des problèmes énormes. Faire exploser des milliers de bombes nucléaires près de la Terre disperserait des retombées radioactives à travers la planète. Le vaisseau lui-même serait de la taille d'un gratte-ciel, transportant plusieurs milliers de bombes comme réserve de carburant. Puis, en 1963, le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires a été signé. Le traité interdisait les détonations nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace et sous l'eau. Le projet Orion est mort du jour au lendemain. Le système de propulsion le plus proche d'une capacité interstellaire que l'humanité ait jamais produit nécessitait de militariser l'espace lui-même, de lancer des bombes atomiques sur notre propre vaisseau comme carburant, juste pour gratter 3% de la vitesse de la lumière. Et si le vaisseau n'avait jamais à transporter de carburant du tout? Et s'il pouvait attraper du carburant dans l'espace vide pendant son vol? En 1960, un physicien américain a esquissé exactement cette idée. Le concept s'appelle le statoréacteur interstellaire, et il a hanté la science-fiction pendant des décennies parce qu'en surface, il ressemblait à la seule sortie honnête de l'équation des fusées. L'espace n'est pas vraiment vide. Le gaz ténu entre les étoiles contient des atomes d'hydrogène dispersés, environ 1 par centimètre cube en moyenne. Presque rien. Mais multipliez cela par les distances insondables du voyage interstellaire, et la quantité totale d'hydrogène le long d'un trajet long devient colossale. Le concept proposait un vaisseau avec une immense écope électromagnétique à l'avant, peut-être des milliers de kilomètres de large, un entonnoir invisible de champs magnétiques s'étendant dans le vide. Pendant que le vaisseau avancerait, l'écope ramasserait l'hydrogène de l'espace interstellaire, le comprimerait et l'alimenterait dans un réacteur à fusion au cœur du moteur. Le réacteur fusionnerait l'hydrogène en hélium, libérant de l'énergie, et expulserait les sous-produits par l'arrière comme échappement. Le vaisseau ne transporte pas de carburant. Il mange l'univers. En théorie, plus le statoréacteur va vite, plus il ramasse d'hydrogène par seconde. Plus d'hydrogène, plus de fusion, plus de fusion, plus de poussée. Un moteur auto-amplificateur qui pourrait, en principe, accélérer indéfiniment vers la vitesse de la lumière.
C'est une conception magnifique. Elle est aussi presque certainement cassée. Des physiciens ultérieurs ont refait les calculs plus soigneusement et ont trouvé un problème sous-estimé. L'écope doit être véritablement titanesque. Pour collecter assez d'hydrogène pour alimenter un moteur à fusion utile, l'entonnoir magnétique devrait s'étendre sur des milliers, peut-être des dizaines de milliers de kilomètres. Générer un champ magnétique de cette taille, en volant à une vitesse proche de la lumière, nécessite une énergie à une échelle qui rend les économies de carburant insignifiantes. Pire, l'écope crée de la traînée. Le même champ magnétique qui collecte l'hydrogène pousse aussi contre le milieu interstellaire environnant. À mesure que la vitesse augmente, la traînée croît. Finalement, la traînée du ramassage d'hydrogène dépasse la poussée que le moteur produit en brûlant ce même hydrogène. Une étude de 1985 a conclu que le statoréacteur interstellaire fonctionnerait en réalité mieux comme frein que comme moteur. Le rêve d'un moteur interstellaire sans fin s'effondre en une encre très chère et très lente. L'antimatière est réelle. Ce n'est pas de la science-fiction. Des accélérateurs de particules à travers le monde en produisent de petites quantités chaque jour. Quand l'antimatière touche la matière normale, les deux s'annihilent complètement. Chaque atome de masse se convertit directement en énergie, conformément à la célèbre équation d'Einstein. Rien n'est au gaspillé. Un seul gramme d'antimatière, réagissant avec un gramme de matière normale, libère autant d'énergie que 43 000 tonnes de dynamite. Plus que la bombe qui a détruit Hiroshima. Imaginez un moteur qui fonctionne avec cela. Quelques kilogrammes d'antimatière soigneusement injectés dans une chambre de réaction avec de la matière normale pourraient dépousser un vaisseau spatial à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Les mathématiques, du côté propulsion, bouclent réellement. L'antimatière résout le problème de masse du carburant. Un vaisseau, utilisant l'antimatière, pourrait en théorie atteindre 10 ou même 20% de la vitesse de la lumière, sans devenir un réservoir de la taille d'une lune. Puis l'ingénieur en chef sort la deuxième moitié du tableur. Le prix. L'antimatière est la substance la plus chère de l'univers connu. Produire un seul gramme d'antimatière, avec la technologie actuelle, nécessite de faire fonctionner un accélérateur de particules pendant des années et de consommer d'énormes quantités d'électricité. Les estimations placent le coût d'un gramme d'antiproton quelque part entre 1000 milliards et 100 000 milliards d'euros. Le produit intérieur brut annuel de la Terre entière est d'environ 100 000 milliards d'euros. Pour alimenter une seule mission interstellaire, les ingénieurs estiment qu'il faudrait au moins plusieurs centaines de kilogrammes d'antimatière, possiblement des tonnes. Le coût total du carburant seul dépasserait la richesse combinée de toutes les nations de la planète de plusieurs ordres de grandeur. Il faudrait dépenser l'économie de plusieurs terres juste pour remplir le réservoir. Le stockage est son propre cauchemar. L'antimatière ne peut jamais toucher la matière normale, où elle s'annihile. Elle doit être maintenue dans des pièges magnétiques, suspendus dans le vide, refroidie à des températures plus froides que l'espace profond. La plus grande quantité d'antimatière jamais stockée au CERN a duré quelques minutes et pesé moins d'1 milliardième de gramme. Supposons généreusement qu'une espèce avancée résolve le coût de production. Ils doivent encore lancer leur carburant fragile et énergétiquement violent à travers le vide rempli de radiation entre les étoiles. L'espace lui-même se bat contre eux. Vous voyagez maintenant à 1/10 de la vitesse de la lumière, la vitesse de croisière la plus rapide que tout ingénieur ait jamais sérieusement proposée pour un vaisseau habité. Les étoiles s'étirent devant vous. Le planificateur de mission tapote votre épaule et pointe vers le pare-brise. L'espace n'est pas vide, et à cette vitesse, il essaie de vous tuer. Le gaz ténu entre les étoiles, le milieu interstellaire, contient des atomes d'hydrogène et des particules de poussière dispersées dans le vide. Au repos, ils ne sont rien. Quelques atomes par centimètre cube,
dérivant sans but. Maintenant, multipliez par la vitesse. Quand votre vaisseau percute un atome d'hydrogène stationnaire en se déplaçant à 30 000 km par seconde, l'atome frappe comme un projectile. L'énergie de l'impact ne dépend pas de la masse de l'atome. Elle dépend de la vitesse à laquelle vous allez. À des vitesses relativistes, même un seul proton devient une particule de haute énergie, du type que les physiciens fracassent à l'intérieur des accélérateurs de particules sur Terre. Un vaisseau croisant à 10% de la vitesse de la lumière rencontre des trillions de ces particules chaque seconde. Chacune frappe la coque à une vélocité qui humilierait n'importe quelle balle de fusil. L'effet cumulé est brutal. Les ingénieurs ont calculé qu'un bouclier métallique mince s'éroderait en quelques mois. Un bouclier plus épais ralentit l'érosion mais ajoute une masse énorme, ce qui nécessite plus de carburant, ce que l'équation des fusées a déjà dit que vous ne pouvez pas vous permettre. Puis viennent les grains de poussière. Le milieu interstellaire contient de minuscules particules de carbone, de silicate et de glace. À 1/10 de la vitesse de la lumière, un seul grain de poussière de la taille d'un grain de sable porte l'énergie cinétique d'un petit obus d'artillerie. Un grain de la taille d'un grain de poivre se transforme en grenade à main. Les impacts à vitesse relativiste ne bossellent pas la coque. Ils la transpercent comme du papier. Imaginez conduire sur une autoroute sous un orage. Les gouttes de pluie frappent votre pare-brise. Ennuyeux, mais inoffensif. Imaginez maintenant traverser la même tempête à 160 millions de kilomètres par heure. Chaque goutte devient un coup de marteau. Le pare-brise éclate en secondes. La voiture ne peut pas survivre au trajet. Chaque machine qui effectue un travail produit de la chaleur résiduelle. Un moteur de voiture, un ordinateur portable, un réacteur nucléaire. L'énergie qui ne se transforme pas en mouvement utile se transforme en température. Sur Terre, l'air environnant emporte cette chaleur, ou un système de refroidissement la pompe dans une rivière, ou le métal la rayonne dans l'environnement. Dans un vaisseau spatial, dans le vide de l'espace, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de rivière. La seule façon de perdre de la chaleur est de la rayonner, photon par photon, dans l'obscurité. Un vaisseau propulsé par des moteurs puissants, qu'ils soient à fusion, à antimatière ou à énergie projetée, génère une chaleur résiduelle colossale. Un moteur à fusion fonctionnant à l'échelle du gigawatt, le type nécessaire pour pousser une charge utile, significative vers les étoiles, produit une chaleur résiduelle mesurée en centaines de mégawatts. Cette chaleur doit quitter le vaisseau ou le vaisseau fond. Rayonner de la chaleur dans l'espace est régi par la loi de Stefan Boltzmann, qui dit que la puissance rayonnée augmente avec la 4e puissance de la température. Pour évacuer de grandes quantités de chaleur, le vaisseau a besoin soit d'énormes radiateurs, soit de radiateurs très chauds, soit des deux. Un vaisseau interstellaire pratique propulsé par fusion nécessite, dans certaines conceptions, des surfaces de radiateurs mesurées en hectares. Des centaines de mètres carrés de panneaux noirs rougeoyants, tous attachés au vaisseau, tous ajoutant de la masse et de la complexité. Le compartiment de l'équipage lui-même est un piège à chaleur. Les humains produisent de la chaleur corporelle. Les ordinateurs produisent de la chaleur. L'éclairage produit de la chaleur. Les processus atmosphériques produisent de la chaleur. Tout cela doit être collecté et pompé vers les radiateurs. Faire fonctionner la plomberie du système de refroidissement pendant un long voyage signifie des décennies de pompes, de vannes et de réfrigérants fonctionnant sans défaillance. Un seul tuyau de liquide de refroidissement rompu pourrait transformer l'habitat en four en quelques heures. Il y a un autre problème. Plus le vaisseau va vite, plus le rayonnement cosmique frappe l'avant, déposant de l'énergie. Même avec un blindage parfait, une partie de cette énergie est absorbée sous forme de chaleur. La coque se réchauffe simplement en se déplaçant à travers l'espace à une vitesse relativiste. Plus vous allez vite, plus vous devez vous refroidir.
La propulsion par faisceau ajoute une complication vicieuse. Un vaisseau poussé par des lasers au sol doit absorber une fraction de la puissance laser sous forme de chaleur. Pour un faisceau de 100 gigawatts dirigé vers une voile, même un taux d'absorption minuscule, disons un dixième de 1%, déverse 100 mégawatts de chaleur dans la voile. C'est assez pour vaporiser la plupart des matériaux connus en quelques secondes. Mettez les moteurs et le blindage de côté. Imaginez que le vaisseau fonctionne. Le carburant brûle, le rayonnement est dévié, les impacts rebondissent. Regardez maintenant à l'intérieur du compartiment de l'équipage les personnes elles-mêmes. Qu'est-ce que cela fait à un esprit humain de savoir qu'il ne rentrera jamais chez lui? Ce n'est pas une question hypothétique. Des chercheurs de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et de l'Institut russe de problèmes biomédicaux étudient l'isolement de longue durée depuis des décennies. Ils ont mené des expériences où des volontaires passent des mois scellés dans des vaisseaux spatiaux simulés. Les résultats montrent systématiquement que l'isolement, le confinement et la distance de la Terre produisent une tension psychologique sérieuse, même sur des missions mesurées en mois, pas en décennies. L'expérience Mars 500, menée par la Russie de 2010 à 2011, a scellé 6 volontaires dans un habitat isolé pendant 522 jours, simulant un aller-retour vers Mars. L'équipage a signalé des perturbations du sommeil, un ralentissement cognitif, un aplatissement émotionnel et une tension croissante entre les membres. 5 des 6 ont développé au moins un problème comportemental ou psychologique significatif pendant la mission. Et c'était une simulation sur Terre, avec une sortie garantie à la fin. Imaginez un équipage en voyage interstellaire de plusieurs décennies. Des années de monotonie, sans horizon, sans météo, sans saison, sans visage nouveau. Les mêmes quelques collègues, les mêmes murs métalliques, le même air recyclé chaque jour pendant plus longtemps que la plupart des mariages ne durent. La Terre rétrécit derrière eux, puis disparaît complètement. Le signal le plus rapide vers la maison prend des années. Quand leur message arrive, le monde qu'ils décrivent n'existe plus. Il y a aussi le problème de sélection d'équipage. Quel type de personne se porte volontaire pour une mission aller simple, couvrant des décennies? Les traits de personnalité qui permettent à quelqu'un de tolérer l'isolement ne sont pas les mêmes traits qui en font un bon leader, un bon résolveur de problèmes ou un bon compagnon. Sélectionner un équipage équilibré pour un voyage de 40 ans signifie choisir un petit groupe dont les particularités individuelles doivent s'harmoniser sans friction sur des durées plus longues que la plupart des carrières professionnelles. Les erreurs de sélection ne peuvent pas être corrigées une fois que le vaisseau est parti. Mettez le problème des impacts de côté. Imaginez que vous l'avez résolu. La coque est intacte. Les grains de poussière rebondissent. Les atomes d'hydrogène sont déviés. Regardez maintenant ce qui traverse quand même le métal. Cela s'appelle le rayonnement cosmique. Et c'est le tueur silencieux de chaque mission interstellaire jamais esquissée. Le rayonnement cosmique est un flux de particules de haute énergie filant à travers l'espace à une vitesse proche de la lumière. La plupart sont des protons arrachés au noyau des atomes. Certaines sont des ions plus lourds, y compris du fer, du calcium et du silicium. Les particules proviennent des explosions de supernovas, des galaxies actives, du Soleil lui-même à plus petite dose. Elles ne s'arrêtent jamais. Elles remplissent chaque centimètre cube de la galaxie en permanence. Sur Terre, vous ne les sentez pas. L'atmosphère absorbe la plupart des particules cosmiques avant qu'elles n'atteignent le sol. Le champ magnétique de la planète dévie le reste. Les astronautes sur la station spatiale et internationale, à seulement 400 km d'altitude, reçoivent déjà des doses de radiation environ 10 fois supérieures à celles des gens à la surface. Les astronautes en mission de 6 mois vers Mars absorberaient environ la dose maximale à vie actuellement autorisée pour les travailleurs de centrales nucléaires. Quittez maintenant complètement le système solaire. Au-delà de la bulle protectrice du champ magnétique de notre étoile,
le rayonnement cosmique empire. Beaucoup. Les rayons cosmiques galactiques provenant de supernovas lointaines arrivent sans atténuation. Le taux de dose grimpe. Un équipage voyageant entre les étoiles pendant des décennies ou des siècles ferait face à un total de radiation absorbée mesuré en chiffres catastrophiques. Les dommages sont biologiques et brutaux. Les particules de haute énergie déchirent les cellules, brisant les brins d'ADN. La plupart des dommages sont réparés. Certains ne le sont pas. Des cancers se forment, les tissus défaillent, le cerveau, plein de neurones irremplaçables, subit un déclin cognitif cumulé. Des études sur des souris exposées à un rayonnement cosmique simulé ont montré une perte de mémoire, de l'anxiété et des dommages cérébraux durables après des expositions équivalentes à quelques mois dans l'espace profond. Pour un équipage en voyage de plusieurs décennies, les conséquences s'empilent. Non seulement les astronautes individuels développeraient des maladies, mais les cellules reproductives qu'ils portent muteraient. Les enfants nés à bord du vaisseau, s'il est prévu d'en avoir, hériteraient d'une bibliothèque génétique endommagée. À la 3e ou 4e génération, un équipage interstellaire pourrait faire face à un effondrement de la fertilité, des malformations congénitales, ou pire. L'ingénieur en chef vous tend un cadeau étrange. Elle vous dit que si vous poussez votre vaisseau assez près de la vitesse de la lumière, le temps lui-même ralentit pour l'équipage. Un siècle à l'extérieur pourrait passer en seulement 10 ans à bord. Vous souriez. Puis elle vous explique le prix. Cet effet s'appelle la dilatation du temps. Il est réel, mesuré et confirmé par des expériences depuis les années 1960. Des horloges atomiques transportées par avion reviennent sur Terre en retardant de fractions de secondes par rapport aux horloges identiques restées au sol. Les satellites GPS doivent corriger la dilatation du temps chaque jour, sinon le système dériverait de kilomètres en quelques heures. Plus vous allez vite, plus votre horloge tourne lentement par rapport à un observateur stationnaire. Un vaisseau croisant à 90% de la vitesse de la lumière expérimente le temps environ 2 fois plus lentement que l'univers extérieur. À 99%, l'écart se creuse. Un an à bord équivaut à environ 7 ans dans la galaxie. Poussé à 99,9%, et une année de temps d'équipage s'étire en 22 ans de temps cosmique. Pendant un moment, cela ressemble à la solution du voyage interstellaire. Supposons qu'un vaisseau atteigne 99% de la vitesse de la lumière. Le trajet vers une étoile à 100 années-lumière, qui prendrait normalement plus d'un siècle, ne semble durer que 14 ans pour l'équipage. Long, mais survivable. Il pourrait explorer des systèmes distants dans une seule vie humaine, puis regarder en arrière vers la Terre. Pendant que l'équipage a vieilli de 14 ans, plus de 100 ans se sont écoulés chez eux. Leurs parents sont morts, leurs amis sont partis. Le pays d'où ils sont partis n'existe peut-être plus. La langue qu'ils parlaient a peut-être évolué en quelque chose qu'ils ne reconnaissent pas plus. C'est le cadeau cruel. La dilatation du temps vous permet d'atteindre les étoiles dans une vie. Mais la vie que vous sauvez n'est que la vôtre. Tous ceux que vous connaissiez ont disparu avant que vous n'arriviez chez vous, si vous revenez un jour. Si le voyage est trop long pour une seule vie humaine, la réponse est d'envoyer davantage de vies. C'est le vaisseau génération. L'idée est directe et dévastatrice. Construisez un habitat autonome de la taille d'une petite ville, lancez-le vers une autre étoile. À l'intérieur, quelques centaines ou quelques milliers de personnes vivent, se marient, ont des enfants, meurent et transmettent la mission à la génération suivante. Des centaines d'années plus tard, le vaisseau arrive à destination. L'équipage original ne le voit jamais. Ce sont leurs arrière-petits-enfants qui en sortent. Les obstacles d'ingénierie sont immenses. Un vaisseau génération doit être un écosystème fermé. Chaque bouffée d'air, chaque goutte d'eau, chaque gramme de nourriture doit circuler dans le système sans perte pendant des siècles. La Terre elle-même peine à équilibrer de tels cycles,
Et la Terre a des océans, des forêts et un champ magnétique. Le projet Biosphère 2, une tentative dans les années 1990 de sceller 8 personnes dans un habitat autosuffisant en Arizona, a rencontré un appauvrissement en oxygène et des échecs de récolte en moins de 2 ans. Le problème social est plus difficile encore que le problème biologique. Imaginez naître à bord du vaisseau. Vous n'avez pas choisi cette mission. Vos arrière-arrière-grands-parents l'ont fait. Vous vivrez et mourrez dans des couloirs d'acier, respirant de l'air recyclé, mangeant de la nourriture cultivée sous des lumières artificielles. Vous ne verrez jamais la destination parce que vous êtes trop tôt. Vous ne verrez jamais la Terre parce que vous êtes trop tard. La mission est vôtre par héritage, pas par consentement. Les sociologues qui modélisent les vaisseaux génération prédisent des crises profondes, des mutineries, des religions qui se forment autour de l'étoile de destination, des générations entières qui oublient le but original ou en inventent de nouveaux. La gouvernance doit être conçue pour la stabilité à travers des siècles, quelque chose que l'humanité n'a jamais accompli sur la Terre elle-même. Et si l'on pouvait tout simplement dormir pendant le voyage? C'est le rêve du cryosommeil. Plongez les astronautes dans une hibernation induite profonde au lancement. Ralentissez leur métabolisme jusqu'à presque rien. Refroidissez leur corps jusqu'à ce que le temps biologique s'arrête effectivement. Réveillez-les à la destination, frais, jeunes, prêts à explorer. L'idée semble propre. Elle est aussi, selon tout examen d'ingénierie honnête, nulle part près de fonctionner. Certains animaux hibernent déjà. Des ours, des écureuils terrestres, certaines chauves-souris et quelques grenouilles ralentissent leur métabolisme dramatiquement pendant l'hiver. Les humains, cependant, n'hibernent pas. Notre biologie a évolué pour une activité constante. Abaisser la température corporelle d'une personne trop loin et le cœur fibrille. Ralentissez le métabolisme au-delà d'une plage étroite et les tissus commencent à mourir d'asphyxie. Les membranes cellulaires se rompent. Des cristaux de glace se forment à l'intérieur des organes. Les dommages sont irréversibles. La cryogénie, la pratique de congeler des corps après la mort dans l'espoir d'une résurrection future, est encore plus loin d'une solution fonctionnelle. Aucun mammifère plus grand qu'un rein de lapin n'a jamais été congelé, décongelé et ramené à une vie fonctionnelle. Le décalage de communication est le tueur silencieux de tout échange interstellaire. La lumière voyage au plafond cosmique. Les ondes radio sont de la lumière, les lasers aussi. Chaque signal que la physique permet à une civilisation d'envoyer obéit au même plafond. Un appel radio vers Proxima du Centaure prend 4 ans et 3 mois dans un sens. Envoyez un message ce soir et la réponse ne pourra pas arriver avant 2034. Posez une question. Attendez presque une décennie pour la réponse. Les conversations à cette distance ne sont pas des conversations. Ce sont des lettres séparées par des phases entières de la vie. Un signal vers une planète à 100 années-lumière met un siècle à arriver. Une réponse prend un autre siècle à revenir. 200 ans entre question et réponse. La civilisation qui a posé la question pourrait ne plus exister quand la réponse atterrit. Cela tue l'idée de diplomatie interstellaire. Il n'y a pas de négociation, pas d'échange de traités, pas de commerce en direct, pas d'alliance en temps réel. 2 civilisations séparées par 100 années-lumière ne peuvent coordonner aucun projet plus court que plusieurs vies humaines par cycle de communication. Cela tue aussi l'idée de pilotage interstellaire. Un vaisseau spatial, à quelques années-lumière de chez lui, ne peut pas être piloté par le contrôle de mission. L'équipage doit être autonome, capable de résoudre chaque problème à bord, parce que l'aide de la Terre arrive des années trop tard pour avoir de l'importance. L'ingénieur de mission affiche une dernière équation et vous dit que c'est la raison la plus profonde pour laquelle l'univers dit non. Le voyage plus rapide que la lumière ne brise pas seulement l'ingénierie, il brise la causalité.
La relativité restreinte d'Einstein a établi que le temps et l'espace sont connectés. Deux observateurs se déplaçant à des vitesses différentes sont en désaccord sur le moment où les événements se produisent. Mais tant que rien ne voyage plus vite que la lumière, l'univers reste cohérent. Les causes précèdent toujours leur effet, quel que soit l'observateur. Le moment où quelque chose dépasse la vitesse de la lumière, cette cohérence vole en éclats. Un vaisseau qui voyage plus vite que la lumière dans un cadre de référence peut être réinterprété comme un voyage dans le temps dans un autre cadre de référence. Ce n'est pas un paradoxe de perception. Les mathématiques sont réelles. Les conséquences sont catastrophiques pour la logique. Si un vaisseau peut effectivement voyager en arrière dans le temps, alors un message pourrait être envoyé dans le passé. Un signal pourrait arriver avant d'avoir été envoyé. Une cause pourrait être empêchée par son propre effet. Les physiciens appellent cela le problème de la chronologie, et c'est la raison la plus profonde pour laquelle la plupart des théoriciens croient que le voyage supraluminique est impossible. Pas juste difficile, pas juste coûteux, logiquement incompatible avec un univers où les choses ont un sens. L'univers se comporte comme si le voyage plus rapide que la lumière était interdit, même si les équations en suggèrent parfois la possibilité. Pour les extraterrestres, les implications sont les mêmes. Une civilisation qui maîtrise le voyage supraluminique doit aussi maîtriser le voyage dans le temps en arrière, qu'elle le veuille ou non. La lecture la plus simple du silence cosmique est que personne ne peut briser cette règle. Mais les rêveurs ne renoncent pas si facilement. Il y a des failles que la physique semble offrir, des tunnels à travers le tissu même de l'espace-temps. Le plus célèbre est le trou de verre. Un trou de verre est un tunnel hypothétique reliant deux points éloignés de l'espace-temps. Imaginez l'univers comme une feuille de papier épaisse. Deux étoiles se trouvent sur des côtés opposés, séparés par des milliers d'années-lumière si vous rampez le long de la surface. Maintenant, pliez le papier. Les deux points se touchent. Percez un tunnel entre eux. Un voyageur entre d'un côté et émerge de l'autre, ayant franchi une distance qui par le chemin long aurait pris des millénaires. Les trous de verre ne sont pas de la science-fiction pure. Ce sont de véritables solutions aux équations de la relativité générale d'Einstein, les mêmes équations qui ont prédit les trous noirs et les ondes gravitationnelles avant que quiconque ne les observe. En 1935, Einstein et son collègue Nathan Rosen ont décrit ce que nous appelons maintenant les ponts d'Einstein-Rosen, des connexions théoriques entre deux points de l'espace-temps. Les mathématiques les autorisent. L'univers, pour autant qu'on puisse le prouver, pourrait en contenir. Les mathématiques disent aussi qu'ils ne peuvent pas fonctionner comme nous le voudrions. Un trou de verre naturel formé par l'effondrement de certains types de matière se refermerait presque instantanément. La gorge se pince plus vite que la lumière ne peut la traverser. Un voyageur qui entrerait serait écrasé par l'effondrement avant d'atteindre l'autre côté. Pour maintenir un trou de verre ouvert, les physiciens ont calculé qu'il faudrait quelque chose d'extraordinaire, une substance avec une densité d'énergie négative. De la matière qui pousse vers l'extérieur quand on la comprime au lieu de pousser vers l'intérieur. Le nom technique est matière exotique. Et l'univers, pour autant qu'on ait pu le mesurer, n'en contient presque pas. Il existe une infime exception. L'effet Casimir, confirmé expérimentalement en 1997, montre que deux plaques métalliques parallèles, placées extrêmement proches l'une de l'autre dans le vide, subissent une petite force d'attraction causée par des effets quantiques. L'espace entre les plaques contient techniquement une région de densité d'énergie négative. La quantité, cependant, est microscopique. Pour maintenir ouvert un trou de verre assez grand pour un vaisseau spatial, il faudrait de l'énergie négative à une échelle planétaire, quelque chose que personne n'a jamais observé ni produit. Le physicien Kip Thorne, qui a plus tard remporté un prix Nobel pour ses travaux sur les ondes gravitationnelles, a étudié les trous de verre soigneusement dans les années 1980.
Il a conclu que les trous de verre traversables ne sont pas interdits par la physique, mais qu'ils nécessiteraient des quantités de matière exotique que personne ne sait fabriquer, et que personne ne peut peut-être fabriquer. Pire encore, même si vous en construisiez un, la facture énergétique est brutale. Certains calculs suggèrent que maintenir ouvert un trou de verre assez grand pour qu'un humain le traverse nécessiterait une énergie négative équivalente à la masse de Jupiter, entièrement convertie sous forme exotique. Il y a aussi un problème de stabilité. Les effets quantiques suggèrent qu'un trou de verre, même maintenu ouvert, pourrait amplifier de petites fluctuations en une rétroaction catastrophique. Le premier photon entrant dans la gorge pourrait déclencher un emballement qui détruit le tunnel. En 1994, un physicien mexicain a publié un article qui a électrisé tous ceux qui l'ont lu. Il avait trouvé un moyen, mathématiquement, de voyager plus vite que la lumière sans enfreindre les règles d'Einstein. L'astuce était élégante. Un vaisseau spatial ne bougerait pas réellement à travers l'espace. Au lieu de cela, l'espace autour du vaisseau bougerait, comprimer l'espace-temps devant le vaisseau, étirer l'espace-temps derrière. Le vaisseau flotte à l'intérieur d'une bulle calme, techniquement immobile, tandis que la bulle elle-même surfe à travers l'univers à n'importe quelle vitesse souhaitée. La limite de vitesse d'Einstein s'applique aux objets se déplaçant à travers l'espace. Elle ne s'applique techniquement pas à l'espace se déplaçant de lui-même. Les mathématiques tiennent. La relativité générale l'autorise. Un vaisseau, à l'intérieur d'une telle bulle, pourrait traverser la galaxie en jours, semaines ou heures. Le piège est arrivé presque immédiatement. Cette solution, comme le trou de verre, nécessite de la matière exotique. Spécifiquement, elle nécessite des régions de densité d'énergie négative pour comprimer et étirer l'espace-temps dans le motif précis requis. La quantité est stupéfiante. Les premiers calculs suggéraient qu'une bulle de distorsion assez grande pour un petit vaisseau spatial nécessiterait une énergie négative équivalente à la masse de l'univers visible. Pas une planète, pas une étoile. L'ensemble du cosmos en matière exotique que le cosmos ne semble pas contenir. Des chercheurs ultérieurs ont affiné les chiffres. Certains ont proposé que l'ajustement de la géométrie de la bulle pourrait réduire l'énergie négative requise de manière spectaculaire. D'autres physiciens ont argumenté que ces révisions exigent encore plus de matière exotique que la physique n'a jamais observée. Le débat continue. Aucun moteur à distorsion fonctionnelle n'existe. Aucune matière exotique à l'échelle requise n'existe. Même si vous trouviez la matière, des problèmes plus profonds demeurent. La bulle, une fois en mouvement, ne peut pas facilement communiquer avec l'univers extérieur. La lumière venant de l'intérieur du vaisseau ne peut pas s'échapper vers l'avant parce que l'espace-temps devant se comprime trop rapidement. Le vaisseau ne peut pas voir où il va. Le pilotage devient impossible. L'arrêt devient impossible. Il y a aussi le problème de l'arrivée. Quand la bulle décélère et se dissout, l'énergie comprimée à son bord avant se libère dans l'espace. Les calculs suggèrent que le burst porterait l'énergie d'une supernova, vaporisant tout ce que le vaisseau essayait de visiter. Arriver sur une planète signifierait détruire la planète. Que se passerait-il si une poignée de civilisations, contre tout ce que les mathématiques prédisent, avait résolu le problème de l'énergie ? Elles peuvent voyager entre les étoiles. Elles peuvent écouter à travers la galaxie. Elles pourraient parler. Elles ne le font pas. C'est l'hypothèse de la forêt sombre. L'idée cadre la galaxie comme une forêt la nuit, pleine de chasseurs qui savent que le moindre son, la moindre lumière, le moindre signe de vie pourrait attirer un prédateur. Le mouvement le plus sûr est de rester silencieux. Les civilisations les plus intelligentes ne font aucun bruit. Dans toute rencontre galactique, deux civilisations disposent d'informations très limitées l'une sur l'autre. Elles ne savent pas si l'autre espèce est pacifique ou hostile. Elles ne peuvent pas communiquer en temps réel parce que la vitesse de la lumière l'interdit. Elles ne peuvent pas vérifier un quelconque signal envoyé par l'autre
parce que la tromperie à travers des années-lumière ne peut pas être confirmée. Une civilisation suffisamment avancée pour en détecter une autre depuis l'autre bout de la galaxie est aussi, par définition, suffisamment avancée pour militariser cette distance. Une petite sonde accélérée à une vitesse relativiste et pointée vers une planète habitée devient une arme cinétique. L'énergie de l'impact surpasserait tout arsenal nucléaire jamais construit par les humains. Il n'y a pas de défense. Le projectile arrive sans avertissement parce qu'il voyage presque aussi vite que la lumière annonçant son lancement. La réponse rationnelle, selon l'argument de la forêt sombre, est le silence. Cachez-vous, écoutez, mais n'émettez pas. L'humanité diffuse depuis plus d'un siècle. Radio, télévision, radar militaire, communication spatiale profonde. Notre sphère de signaux s'étend maintenant sur environ 120 années-lumière dans chaque direction. Des millions d'étoiles se trouvent à l'intérieur de cette bulle. Selon la logique de la forêt sombre, c'était une erreur. Nous avons déjà annoncé notre position à quiconque écoutait avant de comprendre les règles de la forêt. L'ingénieur efface l'écran et projette une échelle unique. 3 barreaux. Chaque barreau représente un niveau de civilisation mesuré non pas par la population, les armes ou les connaissances, mais par l'énergie brute. C'est l'échelle de Kardashev, proposée en 1964 par l'astronome soviétique Nikolai Kardashev, qui a réalisé que la seule manière universelle de comparer les civilisations à travers la galaxie est de demander combien de puissance elles peuvent exploiter. Type 1. Une civilisation qui contrôle toute l'énergie atteignant sa planète depuis son étoile parente. Pour la Terre, cela signifie récolter essentiellement chaque photon tombant sur notre atmosphère, chaque goutte de chaleur géothermique, chaque vague et chaque vent à la surface. La puissance totale disponible atteint environ 10 puissance 17 watts. L'humanité utilise actuellement environ 10 puissance 13 watts à l'échelle mondiale. Nous sommes environ 4 ordres de grandeur en dessous du type 1. Type 2, une civilisation qui contrôle la production entière de son étoile parente. Pas seulement la fraction atteignant sa planète, tout. La puissance disponible est d'environ 4 fois 10 puissance 26 watts, des milliards de fois supérieure au type 1. Type 3, une civilisation qui contrôle l'énergie d'une galaxie entière. Des centaines de milliards d'étoiles exploitées dans un réseau coordonné. Connectez maintenant cette échelle au voyage interstellaire. Un aller-retour entre étoiles à une vitesse relativiste nécessite une énergie de l'ordre de ce qu'une étoile produit en jours, semaines ou années. Pas ce que l'humanité produit, ce qu'une étoile entière produit. Pour envoyer une seule mission habitée vers un système voisin à 10% de la vitesse de la lumière, il faudrait capturer l'équivalent de semaines de production stellaire et le verser dans la propulsion. C'est fermement au-dessus de la capacité du type 1. Cela se situe dans les marges basses du type 2. Toute civilisation extraterrestre capable de visiter la Terre doit déjà se situer quelque part entre le type 2 et le type 3. Son ingénierie doit inclure des essaims de Dyson ou une infrastructure équivalente. Sa consommation d'énergie doit surpasser l'espèce humaine entière de facteurs de milliards. Les astronomes ont cherché des preuves de telles civilisations. Une civilisation de type 2 devrait fuir de la chaleur résiduelle dans l'infrarouge. Une civilisation de type 3 devrait laisser des zones sombres à travers la galaxie où les étoiles ont été enveloppées et assombries. Les relevés ont cherché. Rien n'a été trouvé jusqu'ici qui confirme un essaim de Dyson ou une ingénierie galactique. Un essaim de Dyson autour de notre étoile nécessiterait une surface capable d'intercepter la totalité de la production solaire. L'air en question se chiffre en centaines de milliards de kilomètres carrés. D'où viendrait le matériau? Les ingénieurs qui ont étudié la proposition ont fait les calculs. Construire un essaim de Dyson complet nécessiterait de désassembler des planètes. La source la plus communément proposée est Mercure,
le plus petit monde rocheux du système solaire, qui contient assez de métal pour fabriquer une portion substantielle de l'essaim. Même Mercure ne suffirait pas pour un essaim complet. Il faudrait miner des astéroïdes, puis passer au démantèlement de Vénus, de Mars et possiblement des lunes des géantes gazeuses. Construire un essaim complet consume la majorité du matériau rocheux du système solaire. Le calendrier de construction est brutal. Même avec des robots miniers auto-réplicants, le projet prendrait des siècles au minimum. Certaines estimations courent à des milliers d'années. La civilisation, entreprenant le projet, doit rester politiquement et économiquement stable sur des durées plus longues que tout empire humain n'a jamais duré. Même avec tout cela, une civilisation dotée d'un essaim de Dyson ne peut toujours pas briser la vitesse de la lumière. Ces sondes mettent encore des décennies ou des siècles à traverser la galaxie. Ces équipages meurent encore du rayonnement, de la dilatation du temps et de l'isolement. Construire un essaim de Dyson rend le voyage interstellaire abordable. Cela ne le rend pas rapide. En 1960, un astronome américain a pointé un radiotélescope de 26 mètres vers 2 étoiles proches. Il a écouté des signaux, il n'a rien trouvé. C'était le premier projet scientifique de recherche d'intelligence extraterrestre. Il a duré 4 mois. Il n'a produit aucune détection. Il a aussi lancé un domaine de recherche qui continue depuis plus de 60 ans. Le principe est simple. Si des extraterrestres existent, et si certains d'entre eux émettent, leurs signaux pourraient atteindre la Terre. Construisez des radiotélescopes sensibles. Pointez-les vers des étoiles prometteuses. Écoutez des motifs que les processus naturels ne produisent pas. Au fil des décennies, la recherche s'est étendue. Des télescopes en Australie, en Chine, aux États-Unis et ailleurs ont passé des milliers d'heures à balayer le ciel. Le résultat, après plus d'un demi-siècle de recherche, est le silence. Il y a eu des moments d'excitation. En 1977, un radioastronome de l'Université d'État de l'Ohio a détecté un signal fort à bande étroite à une fréquence proche de l'arrêt d'émission naturelle de l'hydrogène à 21 cm. Le signal a duré 72 secondes et ne s'est jamais répété. Des décennies d'observations de suivi n'ont pas réussi à le retrouver. Son origine reste inconnue. En 2017, des astronomes ont détecté un étrange objet interstellaire traversant le système solaire, nommé Oumuamua. Sa forme, son comportement et son accélération ont suscité le débat. Certains chercheurs ont suggéré qu'il pourrait être artificiel. La plupart des astronomes ont conclu qu'il s'agissait probablement d'un objet naturel. Le débat continue, mais personne n'a produit de preuves directes de fabrication extraterrestre. En dehors de ces curiosités dispersées, la recherche n'a détecté aucun signal extraterrestre confirmé. Ce silence est lui-même une donnée. Une lecture est qu'aucune civilisation n'émet dans notre région de la galaxie. Elles existent, peut-être, mais elles sont silencieuses. Une autre lecture est que les civilisations sont trop rares pour qu'une étoile proche en abrite une. Une troisième lecture est plus humble. La recherche n'a couvert qu'une infime fraction du ciel, à une infime fraction des fréquences possibles, pendant une infime fraction du temps d'existence de la galaxie. L'échantillon est trop petit pour tirer des conclusions fermes. Nous avons regardé sous le réverbère, n'avons rien trouvé et n'avons pas encore vérifié le reste de l'obscurité. Si les extraterrestres n'émettent pas volontairement, peut-être qu'ils fuient bien par accident. C'est la recherche de technosignatures, les preuves ambiantes d'ingénierie avancée. Au lieu de chercher des messages, les chercheurs cherchent les failles, les empreintes involontaires de la technologie. La chaleur, la pollution, la lumière, les structures, les sous-produits de toute civilisation assez grande pour opérer à des échelles planétaires ou stellaires. La Terre elle-même produit des technosignatures. Nos villes brillent la nuit, visibles sur des photographies satellites.
Notre atmosphère contient des produits chimiques que les processus naturels ne produisent pas en telle concentration. Nos fuites radio s'étendent vers l'extérieur dans une sphère d'environ 120 années-lumière de diamètre. La recherche inversée applique la même logique aux autres étoiles. Si une planète abrite une civilisation, son atmosphère pourrait contenir des polluants industriels. Son côté nuit pourrait montrer un éclairage artificiel. Son étoile pourrait paraître légèrement assombrie par des structures en orbite. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, peut analyser les atmosphères d'exoplanètes distantes en détail. Il détecte des molécules par les empreintes spectrales qu'elles impriment sur la lumière stellaire traversant l'atmosphère d'une planète. Les chercheurs ont déjà commencé à chercher des biosignatures, les signes chimiques de la vie, sur des planètes à des dizaines d'années-lumière. La recherche de technosignatures utilise la même technique en cherchant des produits chimiques que la biologie ne peut pas produire. Jusqu'ici, aucune technosignature claire n'a été confirmée. La chaleur est un autre candidat. Une civilisation de type 2, récoltant la majorité de l'énergie de son étoile, doit évacuer d'énormes quantités de chaleur résiduelle. Cette chaleur apparaît sous forme de rayonnement infrarouge. Plusieurs relevés ont cherché des étoiles avec des excès infrarouges étranges, du type qu'un essaim de Dyson produirait. Aucun n'a correspondu au profil prédit. Si l'on ne peut pas envoyer d'équipage, envoyez une machine. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'en envoyer plusieurs, envoyez-en une qui construit des copies d'elle-même. C'est la sonde autoréplicante. L'idée est précise et glaçante. Construisez un seul vaisseau robotique capable d'atteindre un autre système stellaire, d'exploiter les ressources locales et de construire des copies de lui-même à partir de zéro. Chaque copie se lance ensuite vers d'autres systèmes stellaires, exploite plus de ressources, construit plus de copies. La famille de sondes croît exponentiellement. Faites les calculs. Une sonde autoréplicante voyageant à 1/10 de la vitesse de la lumière, doublant ses effectifs chaque fois qu'elle atteint un nouveau système, pourrait remplir la Voie lactée, entière de sondes en quelques millions d'années. Cela semble long, ce ne l'est pas. La galaxie a plus de 13 milliards d'années. Des étoiles bien plus anciennes que la nôtre existaient depuis des milliards d'années avant que la Terre ne se forme. Toute civilisation apparue il y a plus de quelques millions d'années, n'importe où dans la galaxie, aurait dû lancer des sondes qui auraient atteint chaque système, y compris le nôtre, il y a longtemps. La galaxie devrait être saturée de matériel extraterrestre. Elle ne l'est pas, ou du moins, nous ne l'avons pas trouvée. L'absence de sondes est une preuve aussi bruyante que n'importe quel signal que nous n'avons jamais réussi à trouver. Chaque chapitre de cette mission a resserré le nœud autour des équipages biologiques. La masse du carburant les interdit, le rayonnement les tue, la dilatation du temps les exile, l'isolement les brise. L'ingénierie revient encore et encore à la même conclusion. Si quelque chose doit franchir le gouffre entre les étoiles, ce ne sera pas une personne, ce sera une machine. Un robot n'a pas besoin de nourriture, d'eau ni d'air. Il ne produit pas de chaleur corporelle que les systèmes de refroidissement doivent évacuer. Il ne nécessite ni loisirs, ni structure sociale, ni soutien psychologique. Il peut être alimenté par une seule batterie à désintégration radioactive, comme celle de Voyager 1, sirotant des watts pendant des décennies. Il peut fonctionner à des températures qui tueraient n'importe quel équipage biologique dans des environnements de radiation qui déchiquetteraient l'ADN humain en quelques heures. Plus important encore, un robot n'a pas à revenir. Le budget carburant pour une mission aller simple est une fraction d'un aller-retour. Éliminez le trajet retour et vous réduisez la masse et les besoins énergétiques au minimum. Éliminez l'habitat de l'équipage, le support de vie et toute la redondance nécessaire pour maintenir des humains en vie, et la fraction rétrécit encore. Les extraterrestres visitant la Terre, selon cette même logique, sont bien plus susceptibles d'être des machines que des êtres vivants.
tout signal que nous recevons, tout artefact que nous découvrons, tout objet approchant que nous détectons, est plus probablement une sonde qu'un vaisseau habité. La biologie de la civilisation originale pourrait être méconnaissable. Le matériel qu'ils ont envoyé est la seule pièce qui aurait pu survivre au voyage. Cela recadre la recherche. Arrêtez de chercher des extraterrestres. Commencez à chercher leurs robots. L'économiste Robin Hanson a pris chaque chapitre de Silence cosmique et a écrit un seul nom terrifiant en travers. Le grand filtre. Le grand filtre n'est pas un objet physique. C'est un concept. Quelque part, le long du chemin qui mène de la matière inerte à une civilisation s'étendant à travers les étoiles, il existe une étape si difficile que presque rien ne la franchit. Quelle que soit cette étape, elle agit comme un filtre. La plupart des candidats échouent, très peu passent. Le ciel vide est la preuve que le filtre existe. La question sans réponse est où exactement il se situe le long du chemin. Si le filtre est derrière nous, la nouvelle est bonne. Cela signifie que l'humanité a déjà franchi l'étape la plus difficile. Nous sommes rares, inhabituels, peut-être presque seuls dans la galaxie. Le silence reflète la difficulté d'arriver là où nous sommes. Si le filtre est devant nous, la nouvelle est catastrophique. Cela signifie qu'une étape au-delà de notre niveau actuel est si brutale que chaque civilisation échoue. L'effondrement climatique, la guerre nucléaire, l'accident biologique, la catastrophe de l'intelligence artificielle, l'épuisement des ressources, un mur final attend et chaque espèce le heurte. Le calcul brutal se déroule comme suit. Plus la mort d'une civilisation technologique est récente, plus le filtre est probablement devant nous. Si les extraterrestres naissaient régulièrement, puis se détruisaient régulièrement avant d'atteindre la capacité interstellaire, la galaxie ressemblerait exactement à ce qu'elle ressemble maintenant. Silencieuse, vide, pleine de mondes morts qui ont brièvement abrité l'intelligence, puis se sont éteints. Empilons chaque découverte de chaque chapitre précédent dans une seule chronologie. La Voie lactée est la Voie lactée à environ 13 milliards d'années. Notre étoile s'est formée il y a 4 milliards et demi d'années. La vie est apparue quelques centaines de millions d'années après la formation de la planète. La vie complexe est apparue il y a environ 2 milliards d'années, 2 milliards d'années. La vie animale, il y a 600 millions. Les humains sous une forme reconnaissable, il y a moins d'1 million. La civilisation, il y a 10 000 ans. La technologie industrielle, il y a 200 ans. L'émission radio, il y a un peu plus de 100 ans. Le vol spatial, il y a moins de 70 ans. Si l'histoire entière de la Voie lactée était compressée en une seule année terrestre, les humains modernes apparaîtraient dans les dernières minutes avant minuit, le 31 décembre. Notre ère radio durerait une fraction de seconde. La galaxie est patiente. Les civilisations sont brèves. C'est le problème de la synchronisation cosmique. Et il surpasse chaque défi d'ingénierie jusqu'ici. Pour communiquer ou se rencontrer, deux civilisations doivent se chevaucher non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Elles doivent être actives au même moment cosmique. Étant donné que les civilisations ne durent peut-être que quelques milliers ou dizaines de milliers d'années avant de s'éteindre, d'évoluer au-delà de toute reconnaissance ou simplement de se taire, la probabilité que deux fenêtres s'alignent est brutalement faible. Imaginez une galaxie avec 1000 civilisations réparties sur son histoire. Si chaque civilisation dure 10 000 ans et si la galaxie a 10 milliards d'années, alors en moyenne, une seule civilisation est active à tout moment donné. Les 999 autres sont déjà mortes ou ne sont pas encore nées. Même avec 1000 civilisations à travers l'histoire de la galaxie, le moment typique n'en contient qu'une seule. Nous. Les chercheurs qui étudient cette version du problème ont commencé à l'appeler le facteur de synchronisation. Il capture la fréquence à laquelle deux civilisations existent au même moment, dans la même région observable, avec des fenêtres d'émission qui se chevauchent.
Le facteur de synchronisation est brutal parce qu'il dépend de la durée de vie des émissions, et les durées de vie des émissions sont courtes. Les humains émettent depuis 130 ans. Si nous durons encore 500, nous aurons été un bref éclat. Multipliez cela par les millions d'années entre les civilisations et la probabilité de chevauchement s'effondre. Les implications coupent dans les deux sens. Elles suggèrent que le paradoxe ne nécessite peut-être aucune explication exotique du tout, pas de grand filtre, pas de civilisation expansionniste, pas de silence délibéré, juste les statistiques, juste l'arithmétique brutale de vie brève dispersée dans le temps profond. Elles suggèrent aussi quelque chose de plus sombre. Si la synchronisation est le goulot d'étranglement, alors aucune amélioration de télescope, de sonde plus rapide ou de récepteurs radio plus sensibles ne résoudra le problème. Le problème est inscrit dans le temps lui-même. Nous pouvons construire les meilleurs instruments imaginables et quand même n'entendre rien, parce que les voix que nous écoutons se sont tues il y a longtemps. Il y a une version plus étrange de ce problème. Certains chercheurs ont suggéré que les civilisations précoces, apparues il y a des milliards d'années, pourraient avoir évolué au-delà de formes détectables. Elles pourraient avoir transcendé la biologie, fusionné avec leurs machines, se sont retirées dans des environnements virtuels ou ont simplement perdu tout intérêt pour le type de comportement que nous cherchons. Une civilisation 1 milliard d'années plus vieille que la nôtre pourrait être méconnaissable de la même manière qu'un smartphone serait méconnaissable pour un Européen médiéval. Si elles existent, elles pourraient être partout et nulle part, indétectables par nos outils. Les civilisations plus jeunes, pendant ce temps, n'ont peut-être pas encore inventé la radio. La galaxie pourrait contenir des espèces pré-technologiques sur des centaines de mondes. Aucune d'entre elles n'émettant encore, toutes invisibles à nos instruments. Nous ne pouvons voir que celles qui se trouvent par hasard, à peu près à notre niveau de développement au moment où nous regardons. Certains scientifiques ont proposé une idée encore plus troublante. Et si les civilisations avancées avaient choisi de se retirer, non pas par peur comme dans la forêt sombre, mais par sagesse? Une espèce qui a vécu des millions d'années a peut-être appris que l'expansion galactique est futile, que le coût énergétique de la communication interstellaire ne justifie pas les maigres récompenses, que la solitude cosmique est une condition structurelle, pas un problème à résoudre. Ces civilisations auraient tourné leur intelligence vers l'intérieur, construisant des mondes de pensée pure dans des substrats computationnels, des réalités virtuelles d'une richesse que notre imagination ne peut pas concevoir. Pour elles, la galaxie physique, avec ses distances écrasantes et son vide glacial, serait devenue une relique. Un lieu qu'on regarde parfois avec la nostalgie d'un adulte feuilletant un album de son enfance, mais où l'on ne retourne plus. La galaxie ne serait pas vide. Elle serait pleine d'esprits tournés vers des horizons que nous ne pouvons pas percevoir, occupés à des tâches que nous ne pouvons pas comprendre, vivant des existences que nous ne pouvons pas détecter. Le silence ne serait pas un signe d'absence, ce serait un signe de maturité. Et nous, espèces bruyantes et jeunes, serions simplement trop primitifs pour entendre la conversation qui se déroule tout autour de nous dans des langues que nos instruments ne connaissent pas encore. L'ingénieur de mission rassemble l'équipage une dernière fois. Les écrans défilent à travers chaque chapitre du voyage. Les calculs de carburant, les murs de radiation, les vaisseaux génération, les essaims de Dyson, les relevés radio-vides, le silence profond à chaque longueur d'onde que l'humanité a testé. Le verdict est là, et il est plus froid que quiconque ne le souhaitait. La vitesse de la lumière est si lente que les extraterrestres, même s'ils existent en abondance, ne peuvent presque certainement pas atteindre la Terre. Chaque chapitre a renforcé la même conclusion. La lumière, le signal le plus rapide que la physique autorise, met des milliers d'années à traverser une seule galaxie. Les vaisseaux spatiaux, enchaînés par l'équation des fusées, ne peuvent pas égaler la lumière. Même une sonde poussée par des réseaux de laser à 1/5 de la vitesse de la lumière a besoin de décennies pour atteindre l'étoile la plus proche.
Les vaisseaux habités, alourdis par le support de vie et le blindage, ne peuvent pas atteindre ces vitesses du tout. La spirale du coût en carburant tend vers des exigences qu'aucune civilisation ne peut satisfaire. Le milieu interstellaire punit tout vaisseau qui essaie. Le rayonnement cosmique tue les équipages biologiques. La dilatation du temps les exile de leur foyer. Les vaisseaux génération font face à l'effondrement social. Le cryosommeil ne fonctionne pas. Le décalage de communication empêche le contact en temps réel à travers les années-lumière. Les trous de verre nécessitent de la matière exotique qui n'existe pas. Les moteurs à distorsion exigent de l'énergie négative à des échelles cosmiques. Le voyage supraluminique brise la causalité elle-même et l'univers ne montre aucun signe de l'autoriser. Il y a un problème plus petit, plus silencieux, que les ingénieurs oublient souvent jusqu'aux étapes tardives d'une revue de conception. Les cibles refusent de rester immobiles. Vous pointez votre télescope vers une étoile à 100 années-lumière. Ce soir, cette étoile occupe une position précise dans le ciel. Vous lancez un vaisseau vers cette position. La sonde voyage pendant 100 ans. Quand elle arrive, l'étoile n'est plus là. C'est la dérive stellaire, et c'est l'un des problèmes les plus discrets de la navigation interstellaire. Les étoiles ne sont pas fixes. Elles se déplacent. Chaque étoile de la galaxie, y compris la nôtre, orbite le centre galactique à des centaines de milliers de kilomètres par heure. Chaque étoile se déplace à sa propre vitesse, dans sa propre direction, avec son propre mouvement propre à travers l'espace. Proxima du Centaure, notre voisine la plus proche, se déplace à travers l'espace à environ 80 000 km par heure par rapport à notre étoile. Pendant un voyage de 100 ans à 10% de la vitesse de la lumière, Proxima du Centaure parcourt environ 700 millions de kilomètres dans sa propre direction. Cette distance est petite comparée au trajet total, mais pas nulle. Un vaisseau, pointé vers l'endroit où l'étoile se trouve aujourd'hui, arriverait quelque part de différent. Les mathématiques empirent pour les voyages plus longs. Un trajet vers une étoile à 1000 années-lumière, prenant 10 000 ans à 1/10 de la vitesse de la lumière, doit tenir compte du fait que la cible s'est déplacée sur des distances substantielles pendant le vol. La destination n'est pas un point fixe, c'est une cible mouvante, et le vaisseau doit viser devant, comme un chasseur qui anticipe le vol d'un canard à travers le ciel. Cela nécessite de connaître la vitesse de la cible avec précision. Le satellite Gaïa de l'Agence spatiale européenne a cartographié les positions et les vitesses de près de 2 milliards d'étoiles. Ces données sont les meilleures connaissances humaines du mouvement stellaire jamais assemblées. Même Gaïa, cependant, a des limites. Les vitesses des étoiles lointaines sont connues avec une certaine incertitude. Sur de longs voyages, de petites incertitudes se transforment en distances ratées mesurées en millions de kilomètres. Il y a aussi le problème de la destination elle-même. Si vous visez une planète autour d'une étoile, cette planète est en orbite. Sa position dans son propre système solaire change d'heure en heure. Arriver à la bonne étoile n'est que la première étape. Trouver la planète, puis égaler sa vitesse pour tout type de rencontre utile, nécessite de connaître les paramètres orbitaux de la planète avec précision, des décennies ou des siècles à l'avance. Les prédictions sur cette échelle de temps portent leurs propres erreurs. Le problème du rayonnement et le problème des impacts ramènent constamment à la même réponse de base. Enveloppez le vaisseau dans un champ de force. Construisez une bulle magnétique. Poussez les projectiles cosmiques sur le côté avant qu'ils ne frappent la coque. Cela ressemble à de la science-fiction. C'est en fait un concept d'ingénierie sérieux que la NASA et d'autres agences étudient depuis des décennies. Le principe est simple. Les particules chargées, y compris la plupart du rayonnement cosmique, déviennent quand elles traversent des champs magnétiques. Un champ magnétique assez puissant autour d'un vaisseau dévierait les particules entrantes, les balayant loin du compartiment de l'équipage. La Terre utilise déjà cette astuce.
notre planète possède un champ magnétique généré par le fer en fusion circulant dans le noyau. Ce champ piège les particules cosmiques entrantes dans des régions appelées ceintures de Van Allen, déviant la plupart d'entre elles loin de la surface. Sans lui, la vie sur Terre serait exposée à un rayonnement létal. La question d'ingénierie est de savoir si nous pouvons construire une version plus petite adaptée à un vaisseau spatial. La réponse en principe est oui. La réponse en pratique est brutale. Un champ magnétique assez puissant pour dévier le rayonnement cosmique autour d'un vaisseau nécessite d'énormes courants circulant dans d'énormes bobines. Les bobines doivent être faites de matériaux supraconducteurs parce que du fil ordinaire fondrait sous la résistance. Les supraconducteurs doivent être maintenus extrêmement froids, typiquement près du zéro absolu, nécessitant une réfrigération constante. Le système de refroidissement lui-même ajoute de la masse et de la complexité. Des études de la NASA ont calculé qu'un bouclier magnétique assez puissant pour protéger une mission habitée vers Mars nécessiterait des bobines pesant plusieurs tonnes, plus l'infrastructure de refroidissement et d'alimentation. Pour une mission interstellaire, où l'environnement de rayonnement est plus dur et le voyage plus long, la masse du blindage grimpe à des centaines de tonnes. Cette masse, comme toute autre masse sur un vaisseau stellaire, doit être accélérée et décélérée, drainant le budget carburant. Il y a aussi le problème de la force du champ. Le rayonnement cosmique inclut des ions lourds de haute énergie, des particules comme les noyaux de fer se déplaçant à des vitesses relativistes. Pour dévier de telles particules, le champ doit être puissant, 10 à 100 fois plus fort que les champs soutenus les plus puissants que les humains aient jamais construits. Générer des champs de cette force sur un vaisseau spatial avec une puissance limitée n'a jamais été démontré. Les boucliers magnétiques fonctionnent sur les particules chargées. Ils n'arrêtent pas les atomes neutres ni les grains de poussière qui ne portent aucune charge et traversent les champs sans être touchés. Pour les impacts de poussière relativistes, les ingénieurs doivent ajouter un blindage physique en plus du système magnétique, du blindage en plaques à l'avant du vaisseau, des couches sacrificielles qui sablent à mesure que les particules frappent. Empiler tout cela ensemble et le vaisseau ressemble moins à un engin spatial élégant qu'à un bunker blindé en mouvement. Couche après couche de blindage, de refroidissement, d'alimentation, de support structurel, chaque couche ajoute de la masse. Chaque kilogramme exige du carburant. Chaque unité de carburant exige plus de carburant pour la pousser. L'équation des fusées attend au bout de chaque décision de blindage et elle gagne toujours. Même les civilisations assez riches pour tenter le voyage font face au problème de synchronisation cosmique. La galaxie est patiente. Les civilisations sont brèves. 2 espèces doivent s'aligner à travers l'espace et le temps. Une coïncidence que les mathématiques suggèrent ne se produit presque jamais. La galaxie peut contenir 1000 espèces intelligentes à travers son histoire, sans qu'aucune d'entre elles ne soit vivante au même moment, toutes invisibles les unes aux autres à travers le gouffre. C'est pourquoi les étoiles restent sombres. Il n'y a pas de flotte en approche, pas d'émissaires en route, pas de cœurs radio remplissant le ciel. Ce qui existe là-dehors est séparé de nous par des murs que l'ingénierie ne peut pas briser et que la physique ne pliera pas. Le silence n'est pas un mystère, c'est une conséquence. L'univers a été construit grand et la lumière a été faite lente, et la vie intelligente, aussi commune ou rare soit-elle, vit sous ces contraintes exactement comme nous. Retournons maintenant le verdict. Qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité ? Cela signifie que nous sommes seuls dans un sens pratique. Même si nous ne sommes pas seuls dans un sens absolu, les autres esprits de la galaxie, s'il en existe, ne peuvent pas nous atteindre. Leurs voix radio, s'ils ont jamais émis, ne peuvent pas nous trouver à travers l'écart temporel. Leurs sondes, s'ils en ont jamais lancé, ne sont pas arrivées. Le cosmos est plein d'espace et pauvre en contact. Cela signifie aussi que notre propre avenir, si nous en avons un, dépend de nous.
personne ne vient sauver la Terre. Aucune civilisation avancée n'arrivera avec une technologie miracle, une sagesse de monde plus ancien, ou des solutions à notre climat, nos guerres ou nos risques d'extinction. Les extraterrestres qui pourraient nous aider ne peuvent pas venir jusqu'ici. Les extraterrestres qui pourraient nous détruire ne peuvent pas venir non plus. La galaxie est assez grande pour cacher tout le monde de tout le monde. Cet isolement est lourd. Il est aussi clarificateur. Chaque problème que nous affrontons doit être résolu par nous, avec nos propres esprits, dans notre propre chronologie. Chaque étoile que nous atteindrons un jour, nous devrons l'atteindre nous-mêmes, avec une ingénierie que nous n'avons pas encore inventée. Le voyage est réel. Les destinations sont réelles. Les mathématiques, cependant, disent que le voyage est bien plus difficile que la science-fiction ne l'a promis, et que le trajet prendra bien plus longtemps que quiconque ne voulait l'admettre. L'ingénieur de mission ferme la présentation. Les écrans s'éteignent. Le voyage continue, lent comme la lumière, patient comme le vide. Nous ne sommes pas inatteignables parce que nous sommes spéciaux. Nous sommes inatteignables parce que tout le monde l'est. Et dans cette solitude universelle, partagée par chaque point de conscience qui a jamais brillé dans cette galaxie immense et indifférente, il y a peut-être la forme la plus étrange de compagnie. Savoir que quelque part, autour d'une étoile que nous ne verrons jamais, une autre espèce regarde peut-être le même vide, pose la même question et reçoit le même silence pour toute réponse. Nous sommes séparés par tout. Nous sommes unis par cela. Car c'est peut-être la leçon la plus profonde que cette mission nous enseigne. Le silence de la galaxie n'est pas une malédiction. C'est un miroir. Il nous renvoie l'image de ce que nous sommes. Une espèce éphémère, brillante et fragile, accrochée à un grain de poussière dans un océan de vide, essayant de comprendre pourquoi personne ne répond à ses appels. Et la réponse est à la fois simple et vertigineuse. L'océan est trop vaste. Les voies sont trop brèves. Les horloges ne se synchronisent jamais. Les lois de la physique, ces règles inflexibles qui permettent aux étoiles de brûler et aux planètes de tourner, sont les mêmes règles qui interdisent aux civilisations de se toucher. L'univers crée des esprits, puis il les sépare. Non par cruauté, mais par géométrie. Par la simple arithmétique de la distance multipliée par le temps, divisée par la durée d'une vie intelligente. Le quotient est toujours le même. Solitude. Pas permanente, peut-être, pas absolue, certainement, mais fonctionnelle, pratique. Inévitable à l'échelle où se joue la partie, et pourtant, savoir cela ne diminue rien. Cela amplifie tout. Chaque instant de conscience dans cette galaxie est une lueur d'autant plus précieuse qu'elle brûle seule. Chaque question posée dans le silence est d'autant plus courageuse qu'aucune réponse ne vient. Chaque civilisation qui regarde les étoiles et se demande si elle est seule accomplit un acte de beauté que l'univers lui-même, vaste et indifférent, n'est pas capable de comprendre. Nous sommes ici. Nous pensons. Nous cherchons. Et si personne ne nous entend, si nos signaux se dissolvent dans le bruit de fond avant d'atteindre la moindre oreille étrangère, cela ne rend pas notre voix inutile. Cela la rend unique. La seule voix dans cette partie de l'obscurité. La seule preuve que quelqu'un, ici, a regardé le vide en face et a choisi de parler quand même.